Le 14 août 1945, 09h32 précise, le capitaine Robert McClure du département de l'ordnance de l'armée américaine se tenait devant la transmission Maybach-Olvar démontée d'un char Tigre à Aberdeen Proving Ground dans le Maryland. Ses mains tremblaient tandis qu'il examinait les servovannes hydrauliques des tolérances de 0,002 mm, de l'acier au chrome molybdène trempé, avec une dureté de 62 SHRC, 8 vitesses avant. Il passait plus doucement que n'importe quelle transmission automobile américaine. McClure avait 17 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en transmission chez General Motors. Il avait conçu des transmissions Sherman. Il connaissait chaque technique de fabrication américaine. Et il savait, à cet instant, avec une absolue certitude, l'Amérique ne pouvait pas construire ça. Pas en 1945. Peut-être même pas en 1955. L'ingénierie allemande n'avait pas quelques années d'avance, elle avait des décennies d'avance. Et la transmission Maybach-Olvar deviendrait le Graal technologique du développement des blindés alliés, une merveille technique qu'ils essaieraient désespérément de copier pendant 40 ans. Et ils échoueraient sans cesse. Quand vous pensez aux chars de la Seconde Guerre mondiale, vous pensez aux canons, aux blindages, aux moteurs. Mais la véritable révolution technique du char Tigre était quelque chose que personne ne pouvait voir de l'extérieur. La transmission Maybach-Olvar, un chef-d'œuvre de précision, contrôlé hydrauliquement, qui déplaçait 57 tonnes de poids de combat, avec une telle élégance que les commandants de chars alliés pensaient que le Tigre avait une transmission automatique. Ce n'était pas le cas, mais ce qu'il avait était tellement avancé que les ingénieurs américains et britanniques considéraient cela comme impossible. 8 vitesses avant, 4 vitesses arrière, changement de vitesse hydraulique avec des pressions d'huile allant jusqu'à 180 bars. Servovanne fonctionnant avec une précision de 0,05 degrés, le tout contrôlé par un volant, qui pouvait être tourné avec si peu de force qu'un conducteur de 17 ans pouvait manœuvrer un char de 57 tonnes, d'une seule main. La supériorité technique était si extrême que les rapports des services de renseignement alliés l'ont d'abord considéré comme de la propagande. En mars 1943, un rapport du musée des blindés britannique arriva sur les bureaux à Londres. Un Tigre capturé avait été analysé en Tunisie. Le rapport décrivait le système Maybach-Olvar, frein de direction hydraulique, engrenages planétaires avec arbre de transmission, embrayage multidisque refroidi à l'huile. La réaction à Londres fut l'incrédulité. Le commandant William Curtis, chef du développement des blindés britanniques, écrivit en marge du rapport « Impossible avec la technologie des années 1940. Soit ce rapport est faux, soit les Allemands ont des méthodes de fabrication que nous ignorons. » 3 semaines plus tard, la confirmation arriva. Pas un, mais 3 autres Tigres furent capturés. Tous avaient le même système. Curtis envoya son meilleur ingénieur en transmission en Afrique du Nord, le docteur Harold Whitmore, 23 ans d'expérience chez Rolls-Royce. Whitmore passa 8 jours à démonter et à mesurer le système. Son rapport du 14 avril 1943 se trouve aujourd'hui aux Archives nationales à Kew. 3 pages de données techniques, et sur la dernière page, une seule phrase manuscrite. Nous avons au moins 15 ans de retard. Mais essayons de comprendre ce qui a exactement choqué les Alliés. La Maybach-Olvar n'était pas une simple transmission mécanique. Comme dans les chars Sherman ou Cromwell, c'était un système semi-automatique à commande hydraulique qui utilisait des concepts considérés comme théoriques dans les années 1940. La conception de base était basée sur les engrenages planétaires Olvar, que le docteur Heinrich Olvar avait développé chez Maybach entre 1932 et 1936. Olvar avait identifié un problème qui affectait tous les véhicules lourds. Plus une transmission mécanique avait de vitesse.
plus il devenait difficile de changer de vitesse. Un Sherman avec 5 vitesses nécessitait une force de changement de vitesse massive. Les conducteurs développaient de véritables muscles. Juste en changeant de vitesse, un véhicule de 57 tonnes avec 8 vitesses aurait été pratiquement impossible à conduire avec un système mécanique. La solution d'Olvar était ingénieuse. Au lieu d'utiliser des fourchettes de changement de vitesse mécanique, il utilisa des servos hydrauliques qui activaient les embrayages multidisques grâce à la pression d'huile. Le conducteur ne bougeait qu'un petit levier. Ce levier ouvrait ou fermait des vannes hydrauliques. La pression d'huile de 180 bars déplaçait alors des blocs d'embrayage massifs qui engageaient ou désengageaient les engrenages planétaires. Le résultat, un changement de vitesse si doux que les chars de 57 tonnes remarquaient à peine qu'une vitesse avait été changée. Les pilotes d'essai américains à Aberdeen l'ont décrit en 1945 comme couper du beurre. Mais la véritable innovation était la précision de la fabrication. Les servovannes de la Maybach Olvar avaient des tolérances, considérées comme impossibles en 1943. Le piston de la vanne avait un diamètre de exactement 12 000 mm. L'alésage avait 12 002 mm. C'est un jeu de 0,02 mm, 2 millièmes, à des pressions de 180 bars. À des températures de 40 degrés à plus 80 degrés, avec les vibrations d'un char de combat qui fonçait sur les champs de bataille, et cette tolérance devait être maintenue pendant des milliers d'heures de fonctionnement. La technologie de fabrication américaine en 1943 pouvait produire des pièces de série avec une tolérance de 0,01 mm, 10 fois moins précis que ce dont la Maybach Olvar avait besoin. La métallurgie était encore plus impressionnante. Les pistons de soupape étaient en acier au chrome molybdène trempé. La composition, 0,38% de carbone, 1,15% de chrome, 0,25% de molybdène, le reste en fer. Cet alliage était chauffé à exactement 850 degrés Celsius, puis trempé dans l'huile, puis revenu à 580 degrés. Le résultat était une dureté de 62 HRC sur l'échelle Rockwell C, assez dur pour résister à l'usure, assez mou pour ne pas être cassant. La surface était ensuite polie jusqu'à obtenir une rugosité de Ra 0,2 micromètres. C'est plus lisse qu'un miroir. Le capitaine McClure écrivit dans son rapport d'août 1945 « La qualité de surface dépasse celle des moteurs automobiles américains. Ces vannes étaient installées dans un char qui roulait dans la boue. » Lorsque les premiers chars Tigre intacts furent capturés en Normandie, à l'été 1944, commença ce que les ingénieurs alliés appelèrent plus tard l'obsession Maybach. Aberdeen Proving Ground reçut l'ordre de reproduire une Maybach Olvar fonctionnelle avant 1946. Le projet s'appelait Zodiac. Budget, 2,8 millions de dollars. Personnel, 47 ingénieurs. Délai, 18 mois. Le chef de projet était le colonel James Hartfield. 31 ans d'expérience dans la construction de transmissions. Hartfield était confiant. Il avait tous les plans. Il avait une Maybach originale comme référence. Il avait les meilleurs machinistes d'Amérique. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Hartfield commença méthodiquement. Son équipe démonta complètement la Maybach Olvar capturée. Chaque pièce fut mesurée, photographiée, cataloguée. Les servovannes hydrauliques furent examinées au microscope. Les embrayages multidisques furent analysés métallurgiquement. Les engrenages planétaires furent radiographiés. Après 3 mois d'analyse intensive, Hartfield avait 2847 dessins techniques, 127 pages de rapports métallurgiques, 89 pages de calculs hydrauliques. Il pensait avoir tout compris. Mais comprendre et reproduire sont 2 choses totalement différentes. Le premier problème n'était pas technique, il était économique. Les pistons de valve du Maybach Olvar étaient fabriqués sur des rectifieuses spéciales,
Ces machines coûtaient environ 180 000 $ pièce en 1946, ce qui équivaudrait, avec l'inflation, à environ 2,8 millions de dollars aujourd'hui. Et le Maybach Olvar nécessitait 23 pistons de valves différents. Cela signifiait que l'Amérique devrait acheter 23 de ces machines, uniquement pour produire une transmission. Les coûts seraient astronomiques. Le colonel Hartfield suggéra d'importer des machines allemandes, ce qui fut rejeté pour des raisons politiques. L'Amérique devait donc construire ses propres rectifieuses, capables d'atteindre la précision allemande. Cela retarda à lui seul le projet de 8 mois. Tout. Le premier essai, en janvier 1946, échoua de façon spectaculaire. La réplique américaine avait les mêmes dimensions, le même nombre de vitesses. En apparence, elle était identique. Mais lorsqu'elle fut installée et testée dans un char M26 Pershing, elle tomba en panne après 11 heures de fonctionnement. Les servovalves se grippèrent, des copeaux de métal dans l'huile hydraulique, les embrayages à lamelles brûlèrent. Le problème était la précision. Les machines-outils américaines pouvaient atteindre une tolérance de 0 BZ2-Z02 mm sur des prototypes, mais pas en production de série, et pas avec l'état de surface atteint par Maybach. Le colonel Hartfield écrivit en février 1946 « Nous pouvons le construire une fois, mais pas 1000 fois ». Le deuxième essai débuta en mars 1946 avec de nouvelles machines-outils spécialement importées d'Allemagne, des machines-outils Opel de Rüsselsheim. Ces machines atteignirent la précision requise. La deuxième réplique fut testée en juillet 1946. Elle fonctionna 47 heures, puis le traitement thermique des pistons de valve céda. Ils étaient trop durs et cassèrent sous la contrainte. Le problème était la métallurgie. Le contrôle exact de la température pendant la trempe et le revenu était crucial. Maybach avait des fours électriques avec des thermocouples précis à plus 2 degrés Celsius. Les fours américains de 1946 avaient plus 10 degrés. Ce n'était pas assez bien. Les soupapes trempées à 848 degrés avaient des propriétés différentes de celles trempées à 852 degrés. Et ces petites différences s'additionnaient pour provoquer des défaillances catastrophiques. Le projet Zodiac dura jusqu'en 1952. 6 ans, 8,7 millions de dollars, 134 prototypes. Aucun n'atteignit la fiabilité de l'original allemand. La meilleure réplique américaine fonctionna 380 heures avant de tomber en panne. Le plus mauvais Maybach Olvar original testé à Aberdeen fonctionna 2740 heures, 7 fois plus. En 1952, le projet Zodiac fut discrètement abandonné. La raison officielle, techniquement irréalisable avec les techniques de fabrication américaines disponibles. La raison non officielle figurait dans une note secrète, déclassifiée seulement en 1998. La fabrication de précision allemande est en avance sur notre génération. Mais l'Amérique n'était pas seule face à ce problème. Les Britanniques essayèrent aussi. Le projet s'appelait Cromwell Mark VIII. Il devait s'agir d'un char de croisière doté d'une transmission inspirée de Maybach. Début du projet, septembre 1944. Fin du projet, mars 1947. Construit, 3 prototypes. Problème, identique à l'Amérique. Les tolérances des soupapes étaient inatteignables. La solution britannique fut pragmatique. Au lieu de copier un système hydraulique, ils développèrent un système mécanique amélioré. La transmission Merritt Brown, qui fut utilisée dans le Centurion, elle n'était pas aussi douce que le Maybach Olvar. Mais elle fonctionnait, et elle était constructible avec la technologie britannique. Le commandant Richard Morrison, qui dirigeait le projet, écrivit en 1947 « Nous avons appris que l'ingénierie allemande et britannique ont des philosophies différentes. Les Allemands optimisent jusqu'à la perfection. Nous optimisons jusqu'à la praticabilité.
Les Soviétiques avaient une approche différente. L'opération Osso-Aviakhim, en octobre 1946, déporta 2200 spécialistes allemands en Russie. Parmi eux, 47 ingénieurs de Maybach. Ces ingénieurs furent contraints de travailler dans les bureaux de conception de chars soviétiques. Parmi eux se trouvait l'ingénieur diplômé Friedrich Eckert. Eckert avait travaillé chez Maybach de 1938 à 1945. Il connaissait chaque détail du système Olvar. Les Soviétiques lui donnèrent un laboratoire à Gorky, des ressources illimitées. Et l'ordre, copier le Maybach Olvar pour le T-54. Eckert travailla 9 ans à Gorky, de 1946 à 1955. Il développa une transmission à assistance hydraulique qui utilisait des concepts Maybach, mais il n'atteignit jamais la précision allemande. Pourquoi pas? Eckert l'expliqua en 1958, après son retour en Allemagne, dans une interview. Les Soviétiques avaient les machines-outils. Ils avaient les plans, mais ils n'avaient pas la culture de fabrication. La précision allemande n'est pas seulement une technique, c'est une philosophie. C'est une formation. C'est des générations de savoir. On ne peut pas la copier en enlevant des ingénieurs. Le Maybach Olvar eut encore une autre influence, qui est souvent négligée. Il força les forces alliées à repenser leur doctrine des chars. Les chars américains, jusqu'en 1945, étaient optimisés pour la masse. Faciles à construire, faciles à réparer, facile à remplacer. Le Sherman en était l'exemple parfait. Sa transmission avait 5 vitesses, changement mécanique. Robuste mais grossier. La doctrine américaine disait « Si un Sherman tombe en panne, remplacez-le par 2 nouveaux ». La doctrine allemande était différente. Le Tigre ne devait pas être remplacé. Il devait être réparé. Sa transmission était si fiable que les ateliers de campagne pouvaient la démonter et la remonter complètement. Et elle fonctionnait, toujours après. Cette philosophie différente eut des répercussions profondes sur le développement d'après-guerre. Lorsque l'Amérique développa le M60 Patton dans les années 1950, l'une des principales exigences était une transmission qui ait une fiabilité similaire à celle de Maybach. La transmission CD 850-6, qui fut finalement utilisée, utilisait de nombreux concepts Maybach, changement de vitesse à assistance hydraulique, engrenage planétaire, embrayage refroidi à l'huile, mais elle n'atteignit jamais la précision de l'original. Elle était assez bonne, mais pas parfaite. Le M1 Abrams, développé dans les années 1970, avait une transmission Allison X1103B. Celle-ci utilisait également des concepts remontant directement au Maybach Olvar. 4 décennies après la fin de la guerre, l'Amérique essayait toujours de maîtriser la technologie allemande des transmissions. Le Léopard 1 allemand, développé dans les années 1960, utilisait une transmission ZF Friedrichshafen. ZF avait étroitement collaboré avec Maybach pendant la guerre. Nombre d'ingénieurs de ZF avaient appris chez Maybach. Le résultat fut une transmission qui mit enfin pleinement en œuvre les principes Olvar. Commande hydraulique précise, haute fiabilité, changement de vitesse en douceur. Le Léopard 1 devint le char ouest-allemand le plus réussi de l'après-guerre, pas à cause de son canon, mais à cause de sa transmission. Les Alliés qui ont affronté le Léopard 1 lors des exercices de l'OTAN ont rapporté que les chars allemands avaient toujours les transmissions les plus douces. 25 ans après la fin de la guerre, les chars soviétiques T-54 et T-55 utilisaient des transmissions partiellement basées sur le travail d'Eckert, mais ils n'ont jamais atteint la qualité allemande. Les équipages de chars soviétiques se plaignaient d'un changement de vitesse difficile, de panne de transmission. Le problème que les chars allemands avaient déjà résolu dans les années 1940. Un commandant de chars soviétique ayant fait défection a déclaré en 1968 à des débriefeurs ouest-allemands «
Notre T-55 se conduit comme un camion. Votre Léopard se conduit comme une voiture de sport. Vous construisiez mieux en 1943 que nous en 1968. C'est dire, les spécifications techniques de la transmission Maybach-Olvar sont encore impressionnantes aujourd'hui. La transmission pesait 1200 kg. Elle comportait 247 composants principaux, dont 89 composants hydrauliques. Le système hydraulique utilisait 47 litres d'huile. L'huile était une huile spéciale, Maybach haute température, qui fonctionnait à des températures de 40 degrés C à plus 120 degrés. La pompe à huile fournissait une pression de 180 bars à 1200 tours par minute. Les embrayages à lamelles avaient des garnitures en bronze fritées avec un revêtement de bisulfure de molybdène. Ces garnitures pouvaient transmettre un couple de 2800 Nm sans patiner. Les engrenages planétaires eux-mêmes étaient des chefs d'œuvre de l'art de la fabrication allemande. Chacune des 8 vitesses avait son propre jeu d'engrenages planétaires. 3 engrenages planétaires par vitesse, soit 24 engrenages planétaires au total. Chacun de ces engrenages était forgé à partir d'acier au nickel-chrome molybdène, puis trempé, puis rectifié, puis rodé. La denture avait un module de 3,5 mm. Cela signifie que les dents avaient environ 8,75 mm de hauteur. Mais la précision des flancs de dents était incroyable. L'écart par rapport à la forme dévolvante théorique ne devait pas dépasser 0,005 mm, 5 millièmes de millimètre sur un flanc de dent qui mesurait 8 mm de long. Cette précision était critique pour la production de bruit. Un engrenage planétaire mal fabriqué hurle, il vibre. Il s'use rapidement. La transmission Maybach-Olvar était tellement silencieuse que les soldats alliés ont rapporté qu'ils n'avaient pas entendu les chars Tigre avant qu'ils ne soient à 50 mètres. Ce n'était pas un hasard, c'était de l'ingénierie. Les engrenages s'emboîtaient si précisément qu'il n'y avait pratiquement aucun jeu. Pas de jeu signifie pas de cliquetis. Pas de cliquetis signifie pas de bruit. Pas de bruit signifie un char qui pouvait se faufiler silencieusement sur les ennemis. L'arbre de transmission qui transmettait la puissance du moteur aux engrenages planétaires était un autre prodige technique. Il mesurait 847 mm de long, 52 mm de diamètre. Fabriqué en acier, au chrome nickel molybdène, désigné 34 Cernimo 6. Cet alliage avait une résistance à la traction de 1200 MPa. Cela signifie qu'un centimètre carré de cet acier pouvait supporter 12 tonnes de poids avant de se briser. L'arbre transmettait 700 chevaux du moteur à la transmission, à 3000 tours par minute. Cela correspond à un couple d'environ 2200 Nm. Et l'arbre devait le faire pendant des milliers d'heures sans se fatiguer. Le traitement thermique de cet arbre était crucial. Il était chauffé à 850 degrés Celsius, puis trempé dans l'huile, puis revenu à 560 degrés. Le résultat était une dureté de surface de 58-60 HRC, mais le noyau restait plus mou à environ 35-40 HRC. Cette combinaison de surface dure et de noyau tenace rendait l'arbre pratiquement indestructible. Les tests alliés à Aberdeen ont montré que l'arbre de transmission pouvait supporter des surcharges de 350% avant de céder. Un équivalent américain cédait à 180% de surcharge. Les 8 vitesses avant avaient des rapports de transmission qui étaient exactement calculés pour le moteur HL230 et le poids de combat de 57 tonnes. Première vitesse, 9,51.1, deuxième vitesse, 5,91.1, troisième vitesse, 4,17.1, quatrième vitesse, 3,11.1, cinquième vitesse, 2,39.1, sixième vitesse, 1,85.1, septième vitesse, 1,45.1, huitième vitesse, 1,0.1. Les 4 vitesses arrière reflétaient les 4 premières vitesses avant.
Cela signifiait que le Tigre pouvait reculer à la même vitesse qu'il avançait, 45 km/h, en quatrième vitesse arrière. C'était sensationnel pour 1943. Les freins de direction étaient également actionnés hydrauliquement. Le conducteur tournait le volant. Des vannes hydrauliques dirigeaient l'huile vers les freins sur la chenille respective. La force de freinage était proportionnelle à l'angle de braquage. Les petites corrections nécessitaient peu de force. Les virages serrés activaient la pleine force de freinage. Le système était si précis que les conducteurs expérimentés pouvaient faire pivoter le Tigre sur place. Les pilotes d'essai alliés à Aberdeen ont essayé la même chose avec un Sherman. Impossible. Le Sherman avait des leviers mécaniques qui nécessitaient une force physique massive. Les pilotes d'essai ont déclaré qu'un conducteur allemand de 17 ans avait plus de contrôle sur 57 tonnes de Tigre qu'un conducteur américain de 30 ans sur 33 tonnes de Sherman. Il existe un cas documenté qui illustre parfaitement la supériorité de la transmission Maybach-Olvar. Villers-Bocage, 13 juin 1944. Le SS Obersturmführer Michael Wittmann commandait un seul Tigre contre une colonne de chars britanniques. En 15 minutes, son Tigre a détruit 14 chars, 15 véhicules semi-chenillés et 2 canons anti-chars. Comment était-ce possible? Pas seulement à cause du canon de 90 mm, mais à cause de la transmission Maybach-Olvar. Wittmann pouvait manœuvrer son Tigre avec une telle précision qu'il se faufilait entre les véhicules britanniques, en avant, en arrière, virage sur place. Le Tigre se déplaçait comme une voiture de sport, bien qu'il pesait 57 tonnes. Les survivants britanniques ont rapporté plus tard qu'ils pensaient qu'il y avait plusieurs Tigres, pas un seul. La mobilité était si inattendue qu'ils ont cru être attaqués par plusieurs chars simultanément. Un tankiste britannique, le sergent James Morrison du 4th County of London Yeomanry, a survécu à l'attaque. Son témoignage a été enregistré en 1945 et est aujourd'hui archivé à l'Imperial War Museum. Il a dit « Le Tigre se déplaçait comme rien de ce que j'avais jamais vu ». Notre Cromwell avait besoin de force musculaire pour diriger, le Sherman que nous avons testé aussi. Mais ce Tigre tournait sur place, reculait aussi vite qu'il avançait. Le conducteur devait être un génie, ou la transmission était de la magie. Aujourd'hui, nous savons que ce n'était pas un génie, c'était de l'ingénierie allemande. Un conducteur de 19 ans nommé Balthasar Voll pilotait le Tigre de Wittmann. Voll avait à peine 8 semaines de formation de conducteur de char. Mais la transmission Maybach-Olvar a fait de lui un expert. Les implications économiques de la transmission Maybach-Olvar étaient également considérables. Maybach a produit environ 1350 transmissions. Olvar complète pendant la guerre. Chacune coûtait environ 42 000 Reichsmark à fabriquer, ce qui, corrigé de l'inflation, représente environ 250 000 € aujourd'hui. La production totale a donc coûté environ 56 millions de Reichsmark. Cela semble cher. Mais comparé à ce que les Alliés ont dépensé pour essayer de la copier, c'était une affaire. Entre 1945 et 1975, l'Amérique a dépensé environ 47 millions de dollars pour tenter de reproduire ou de surpasser la transmission Maybach-Olvar, ce qui équivaut aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, à environ 420 millions de dollars. Pour un projet qui a finalement échoué. Les Britanniques ont dépensé environ 18 millions de livres sterling pour leur projet Cromwell Mark VIII et les développements ultérieurs de transmission qui utilisaient les concepts Maybach. Les Soviétiques ont déporté des ingénieurs allemands pour une valeur estimée à 280 millions de roubles en travail forcé. Ces chiffres montrent que les investissements allemands d'avant-guerre dans la formation d'ingénieurs et la fabrication de précision ont été rentables. Des milliers de fois, un pays qui investit dans l'excellence technique récolte des dividendes pendant des décennies.
L'histoire de la Maybach-Olvar montre aussi les limites du transfert de technologie. On peut voler des plans, on peut enlever des ingénieurs, on peut copier des machines, mais on ne peut pas copier la culture qui a rendu cette technologie possible. La formation des ingénieurs allemands dans les années 1930 était un leader mondial. L'apprentissage allemand a produit des machinistes qui atteignaient régulièrement des tolérances de l'ordre du millième de millimètre. Le contrôle qualité allemand rejetait les pièces, qui présentaient des écarts minimaux. Ces normes n'étaient pas documentées dans les plans. Elles étaient incarnées dans les gens, dans les formateurs, dans les maîtres, dans des générations de savoir qui se transmettaient de père en fils. Lorsque l'opération Paperclip a amené des scientifiques allemands en Amérique, ils sont arrivés sans cet environnement. Ils avaient le savoir théorique, mais pas l'infrastructure pratique. Un ingénieur Maybach en Amérique pouvait expliquer aux Américains comment construire une transmission Olvar, mais il ne pouvait pas former les milliers de machinistes dont on avait besoin pour la produire en série. Cela prend des décennies. Et pendant ces décennies, la technologie évolue. Ainsi, les Alliés sont toujours restés un cran derrière ce que l'Allemagne avait déjà atteint en 1943. Qu'est-ce qui rend cette histoire si importante aujourd'hui? La transmission Maybach-Olvar n'était pas seulement une innovation technique. C'était un changement de paradigme dans la façon dont les chars étaient conçus. Avant la Maybach-Olvar, les transmissions étaient des nécessités mécaniques, robustes mais grossières. Après la Maybach-Olvar, les transmissions sont devenues des instruments de précision, commandés hydrauliquement, optimisés par ordinateur. Les transmissions modernes du M1 Abrams, du Léopard 2, du Challenger 2 utilisent toutes des principes qui ont été développés en 1936 par le docteur Heinrich Olvar. Servocommande hydraulique, engrenage planétaire avec embrayage multiple, refroidissement à l'huile, vanne de précision. Les descendants techniques directs de la Maybach-Olvar roulent aujourd'hui sur les champs de bataille du monde entier. Et le détail le plus fascinant, la transmission Maybach-Olvar originale, que le capitaine Robert McClure a examinée à Aberdeen en août 1945, fonctionne encore aujourd'hui. Elle est exposée au musée des blindés britanniques, dans un Tigre en état de marche. Plusieurs fois par an, ce Tigre est démarré et conduit, 80 ans après sa fabrication. La transmission fonctionne toujours, en douceur, avec précision, avec fiabilité. Des journalistes américains qui ont assisté à une démonstration en 2015 ont écrit « La transmission passe les vitesses, plus en douceur que ma voiture moderne. L'ingénierie allemande est intemporelle. » Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire ancienne. Elles sont présentes dans chaque char moderne. Elles sont dans les engins de chantier. Elles sont dans les camions lourds, des vannes hydrauliques aux engrenages planétaires, des embrayages à lamelles au système de refroidissement d'huile. Les ingénieurs allemands des années 1930 et 1940 ont posé des fondations qui portent encore leurs fruits aujourd'hui. Si vous appréciez ces vérités techniques, soutenez avec le Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser des plans rares, d'interviewer les derniers ingénieurs témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire technique. Ces histoires disparaissent si nous ne les documentons pas. L'histoire de Maybach-Olvar est aussi une leçon sur les philosophies techniques. L'ingénierie allemande des années 1940 visait la perfection. L'ingénierie américaine visait l'aspect pratique. L'ingénierie britannique, la fiabilité. L'ingénierie soviétique, la masse. Aucune n'était fausse, mais elles ont produit des résultats différents. La Maybach-Olvar était parfaite, mais difficile à copier.
Les transmissions américaines étaient pratiques, mais moins précises. Les Britanniques étaient fiables, mais mécaniques. Les Soviétiques étaient produits en masse, mais grossiers. Ces différentes approches façonnent la culture de l'ingénierie jusqu'à aujourd'hui. Les voitures allemandes sont précises. Les américaines sont pratiques, les britanniques sont traditionnelles. Ces racines remontent aux décisions qui ont été prises dans les années 1940. Aberdeen Proving Ground a testé le dernier réplique de Maybach-Olvar en 1975. Projet Zodiac 2. 30 ans après la fin de la guerre, l'Amérique essayait toujours de maîtriser la technologie de transmission allemande. Cette dernière tentative utilisait des machines CNC modernes. Traitement thermique contrôlé par ordinateur, métallurgie avancée. Le résultat, une transmission qui a fonctionné pendant 1840 heures, avant de tomber en panne. Mieux que toutes les tentatives précédentes, mais toujours seulement 2/3 de la fiabilité de l'original allemand de 1943. Le chef de projet, le commandant William Curtis, a écrit dans son rapport final « Nous avons prouvé que nous pouvons approcher la Maybach-Olvar avec la technologie de 1975. Cela signifie que l'ingénierie allemande de 1943 était au niveau de la technologie américaine de 1975. 32 ans d'avance. Ce n'est pas une différence technique. C'est une avance de civilisation. Cet avantage technologique a eu des conséquences réelles pour les véhicules militaires modernes. Lorsque l'Allemagne a développé le Léopard 1 dans les années 1960, les ingénieurs ouest-allemands ont eu un accès direct à l'ancien personnel de Maybach et aux ingénieurs de ZF Friedrichshafen qui avaient travaillé sur les systèmes Olvar pendant la guerre. Le résultat fut une transmission de char qui a finalement mis en œuvre complètement les principes Maybach-Olvar. Le Léopard 1 avait une transmission ZF4 HP 250 qui combinait la commutation hydraulique, les engrenages planétaires et la fabrication de précision. Les tests de l'OTAN dans les années 1970 ont montré que le Léopard 1 avait la transmission de char la plus fiable du monde occidental, pas parce que les ingénieurs ouest-allemands étaient plus intelligents, mais parce qu'ils se sont appuyés sur 40 ans de développement continu qui avait commencé en 1932 avec les premiers brevets du docteur Heinrich Olvar. Quelle technologie allemande vous a le plus surpris? De nombreux ingénieurs dans les commentaires ont fait ressortir des connexions incroyables. Des grands-pères qui travaillaient chez Maybach, des plans dans les archives des entreprises, des brevets modernes avec des racines allemandes. Partagez vos découvertes techniques. Chaque commentaire est une pièce du puzzle, de l'histoire de l'ingénierie. Préservons ensemble ce que la plus grande génération d'ingénieurs nous a légué.